Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous décrirons les écosystèmes de marais salants et d'herbiers marins et verrons des démonstrations de cartographie des marais salins et des herbiers marins à l'aide de l'observation de la Terre. Il y aura des devoirs à faire après cette formation. Ils seront disponibles après la fin de la partie 2 et devront être rendus 2 semaines plus tard, le 19 décembre. Un certificat d'achèvement sera délivré à ceux qui auront assisté à toutes les sessions en direct et qui auront fait les devoirs avant la date limite indiquée. Alors, je m'appelle Lola Fatoyimbo, je suis chercheuse scientifique au Centre Goddard de la NASA. Je présenterai ma présentation au nom du docteur Anthony Campbell, chercheur à l'Université du Maryland et aussi au Centre Goddard de la NASA, Dr. Kelly Lewis, scientifique du groupe d'eau et d'écosystèmes du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, et Dr. Cheryl Dowdy, chercheuse adjointe à l'Université du Maryland et aussi au Centre Goddard de la NASA. À la fin de cette formation, les participants seront capables de cartographier l'étendue des écosystèmes de marais salants et d'herbiers marins à l'aide de l'observation par satellite, calculer les stocks de carbone des écosystèmes de marais salants et d'herbiers marins cartographiés et explorer les méthodes de synthèse pour estimer le carbone bleu à travers les écosystèmes. Alors, comment poser les questions? Si vous avez des questions pendant la formation d'aujourd'hui, vous pouvez les poser à tout moment dans la boîte questions de WebEx. À la fin de cette formation, nous essaierons de répondre à autant de questions que possible et nous publierons ces questions et les réponses écrites sur la page de la formation dans la semaine qui suit. On les trouve dans le monde entier, mais les plus fortes concentrations se trouvent dans les régions tempérées du monde, notamment en Amérique du Nord. Les marais salants présentent certains points communs au niveau de l'écosystème. Il s'agit d'environnements à forte salinité, qui sont de sorte qu'une végétation saine ou une végétation adaptée et tolérante à la salinité se trouve le plus souvent. Et ils sont inondés par les marées, c'est-à-dire qu'ils sont inondés quotidiennement ou au moins fréquemment par les eaux de marée. Cela apporte des nutriments et rince les systèmes, mais cela crée aussi un environnement anoxique pendant des périodes auxquelles ces systèmes sont bien adaptés. Il s'agit également d'un environnement à faible énergie, ce qui signifie que l'énergie des vagues n'a pas beaucoup d'impact sur les marais salants la plupart du temps. Lors des tempêtes et d'autres événements, les vagues ont évidemment un impact sur les marais salants et provoquent l'érosion, mais il s'agit de zones où les sédiments vont se déposer sur une vasière et s'accumuler lentement au fil du temps. Alors la végétation finit par coloniser cette zone qui deviendra un marais salant végétalisé. Comme le suggère cette formation, il s'agit de l'un des écosystèmes à carbone bleu. Ces écosystèmes à carbone bleu sont des écosystèmes denses en carbone et la majeure partie de ce carbone est contenue dans le carbone organique du sol, alors ce carbone organique du sol est accumulé pendant des milliers d'années et il peut constituer un stock de carbone très dense et aussi très profond, très profond. Et en général, la biomasse aérienne et la biomasse souterraine des marais salants contient également du carbone. C'est très important aussi pour évaluer leur santé et la viabilité à long terme d'une zone ou d'une région. Les marais salants rendent aussi d'autres services écosystémiques importants. Par exemple, ils permettent d'atténuer les tempêtes et les inondations, permettent également de s'adapter à l'élévation du niveau de mer. Ces systèmes sont en général très efficaces pour collecter les sédiments, s'accumuler et s'adapter à des phénomènes tels que l'élévation du niveau de la mer dans une certaine mesure. Ils sont également importants en tant qu'habitat pour une variété d'espèces de poissons et d'oiseaux. Et ils ont une certaine qualité esthétique qui est bénéfique pour les humains et que nous apprécions. Ça nous permet de nous connecter à travers eux et nous les utilisons aussi pour chasser les espèces d'oiseaux ou pour voir les espèces d'oiseaux. Et les gens qui vivent à proximité des cours d'eau les utilisent pour diverses fins. Alors nous allons maintenant regarder une image de TLS,
donc Terrestrial Laser Scanner, ou un lidar terrestre, qui est prise par Atticus Stovall en Afrique du Sud. Cette image montre la variabilité de la végétation dans les marais. On peut voir de petites cavités et des changements de la microtopographie en regardant cette vidéo. Il y a aussi des changements évidents entre les zones de prairies et les zones avec des espèces salicornes. Alors, on peut voir ici différentes espèces, des espèces de salicornes, des roseaux et des carex. Et puis, on verra des buissons, des arbustes et enfin une zone plus fragmentée. Alors, en dépit d'une très petite distance, qui est seulement d'environ 300 mètres dans cette vidéo, les types de végétation et les structures sont très variables, même, mais tout cela est considéré comme un environnement de marais salants. Lorsque nous établissons des cartes mondiales des marais salants ou des cartes régionales, nous devons donc tenir compte de cette grande variabilité. Alors voici quelques exemples de projets de cartographie et des projets d'ensemble qui ont donné des cartes sur les marais salés. Alors il est important de noter sur cette diapositive que certains de ces produits et ces données concernent les marais intertidaux. Alors, tandis que d'autres incluent les marais salés, les marais salants. Pour cette présentation, alors nous allons utiliser indifféremment les termes marais et marais salants. La raison pour cette différence est que le terme marais, c'est un terme plus général, alors que marais salant concerne seulement les marais qui sont dans les zones côtières. En général, pour les marais salants, il est très difficile de différencier les marais qui sont dans les zones intertidales, donc les marais salants, avec les marais qui sont dans les zones d'eau douce, en utilisant seulement l'observation de la Terre, puisqu'il s'agit vraiment seulement d'une légère différenciation de salinité. Alors, sans donner de terrain sur la salinité ou même sur le type de végétation, c'est vraiment très difficile de faire la différenciation entre les différents types de marais. Alors en général, les projets de recherche se sont donc concentrés sur la cartographie de tout type de marais, alors que d'autres sont attachés à des différences, sont attachés à essayer de faire la différence le mieux possible. Alors un de ces exemples, c'est la troisième carte que nous montrons ici. C'est la carte mondiale des zones humides à 30 mètres qui inclut une catégorie de marais salants. Les deux exemples de données précédentes, qui sont les cartes des marais à 10 et à 30 mètres, n'incluent pas de catégorie distincte pour les marais salants. Il serait donc vraiment intéressant de les comparer, ce qui est quelque chose que les gens pourront faire dans l'avenir si nous nous rapprochons de la possibilité de cartographier les marais salants en tant que produit autonome ou si nous arrivons à améliorer cette cartographie en général. Il y a aussi une carte de 30 mètres qui nous montre les émissions des marais salants. Il s'agit d'un ensemble de données sur les émissions de carbone que j'ai créé il y a quelques années et qui porte sur 4 périodes allant de 2000 à 2019, soit dans des périodes de 5 ans. Nous disposons également d'une nouvelle carte mondiale du carbone organique du sol. L'article pour cette carte est en pré-impression, mais les données sont actuellement disponibles et il s'agit d'une modélisation mondiale du carbone organique du sol à une profondeur de 0 à 30 cm et de 30 à 100 cm. Certaines zones de marécage sont exclues car le pouvoir prédictif du modèle n'était pas assez élevé pour ces régions. Cela montre donc où nous devons obtenir davantage de données de terrain pour améliorer nos cartes du carbone organique du sol. Et ce carbone organique du sol contient la plus forte concentration de carbone dans ces écosystèmes. Alors enfin, dans le dernier point, nous vous donnons le code utilisé pour créer la carte mondiale des marais intertidaux, des étangs et des mangroves entre 2000 et 2020.
Alors là, il s'agit d'une approche Google Earth Engine pour cartographier ces régions. Et c'est une méthodologie qui utilise des intervalles et la création de covariables. Une méthodologie assez avancée pour cartographier ces systèmes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre approche qui est un peu plus simple que vous pourrez utiliser pour la cartographie régionale. Cela nous permettra de mieux comprendre quels sont les points qui fonctionnent et comment créer ces cartes. Pour expliquer la cartographie des marais salants, il faudrait qu'on commence par l'explication des capteurs que nous allons utiliser. Les ensembles de données dont nous venons de parler utilisent les données Sentinel-2 ou les données Landsat. Ce sont des données multispectrales qui sont très utiles pour cartographier l'étendue des marais salants et leur évolution. La résolution spatiale de Sentinel-2 est de 10 mètres et celle de Landsat est de 30 mètres. Et c'est une résolution qui s'est déjà avérée appropriée pour faire la cartographie des marais salants. Mais on peut aussi obtenir une précision supplémentaire en utilisant des produits de données à plus haute résolution spatiale. Et nous allons montrer des exemples de cela. Ces systèmes, en effet, peuvent changer assez rapidement et il y a aussi des petites caractéristiques et des changements dans le paysage, comme les ruisseaux ou simplement des changements de la végétation, comme nous l'avons vu dans le survol avec le TLS, qui ne peuvent pas être vus dans les données Sentinel ou Landsat, qui sont mieux cartographiées en utilisant les données à haute résolution. Les résolutions temporelles est aussi très importante. Et quand on parle de la résolution temporelle, ce dont on parle, c'est le temps que les satellites prennent pour revenir sur le même endroit sur la Terre. Alors, si vous disposez seulement d'une seule scène, vous êtes à la merci des marées et des conditions saisonnières pour cartographier l'environnement. Si vous utilisez plusieurs images, vous pouvez comprendre la phénologie de ce système, car ce sont des systèmes qui ont des phénologies et sont des écosystèmes temporaires. Ils peuvent changer avec le temps. Il faut aussi tenir compte du fait qu'ils sont inondés par les marées et que cela influence la phénologie des systèmes et des plantes. Et les signatures spectrales de ces écosystèmes peuvent changer en fonction de l'inondation. Nous allons examiner cela en détail plus tard. Et enfin, la résolution spectrale, comme nous l'avons dit, et les images multispectrales sont tout à fait appropriées pour faire la cartographie des marais. Enfin, l'élévation est aussi un paramètre très important. Et finalement, l'élévation est aussi un paramètre qui est très important. Pour l'élévation, nous utilisons les données provenant de radars ou de lidar, telles que les données SRTM, TandemX ou des données lidar. Et nous utilisons ces données parce que cela nous permet de différencier entre les zones de haute élévation et de basse élévation, car nous savons que nous n'allons jamais trouver des marais salins dans les zones de haute élévation. Le site dont nous allons parler aujourd'hui se trouve en Afrique du Sud. Et le site se trouve dans une baie avec un climat tempéré. Nous y avons effectué des travaux de terrain dans le cadre de la campagne Bioscapes en 2023, dans ce site et aussi d'autres sites en Afrique du Sud. Ce site est dans un endroit où il y a plusieurs cycles de marée par jour, de marée basse et de marée haute. La résolution spatiale est un autre paramètre important. Et dans cet exemple, nous zoomons sur la partie sud de la baie. Ici, nous voyons que les données de 100 mètres, qui sont agréées à partir des données Sentinel, ne captent pas particulièrement bien les caractéristiques du marais dans cette zone. Ça peut être dû à divers facteurs dans leur approche cartographique et aussi à la présence de la marée. Dans le milieu, on voit les données de 10 mètres. Avec ces données, on fait un assez bon travail pour capturer l'étendue spatiale des marais. Mais cette étendue est toujours assez différente de ce qu'on voit dans les données de 3 mètres. Avec ces données de 3 mètres, ce que nous avons
réalisé dans le cadre de notre travail en Afrique du Sud. Vous pouvez cartographier les choses d'une manière un peu plus différente, avec un peu plus de précision. Dans cette diapositive, nous parlons des propriétés du capteur. En particulier, ici, nous parlons de la résolution spectrale. Alors, cette figure présente une courbe spectrale de Phragmites australis, aussi connu comme le roseau commun. Les lignes violettes, avec les diamants, représentent l'étendue des différentes bandes de Sentinelle-2. Vous pouvez voir que les bandes de Sentinelle-2 capturent une grande partie de la variabilité de la courbe spectrale. Il y a aussi certainement des régions de la courbe spectrale qui ne sont pas capturées et qui ne sont pas mesurées par Sentinelle-2. Et ces régions peuvent être importantes dans certains cas pour différencier les signatures spectrales de différentes espèces de marais salants. La résolution temporelle de nos capteurs est également très importante. Sentinelle-2 et Landsat ont des temps de revisite différents, mais relativement fréquents, qui sont entre 16 et 6 jours. Alors l'exemple ici nous montre pourquoi nous nous intéressons au temps de revisite. Dans l'image à la gauche, nous avons un niveau de marée basse, et vous pouvez voir que la plupart des vasières et les zones de marée intérieures sont exposées. Alors, dans cet exemple, vous pourriez les cartographier assez facilement comme si c'était une seule catégorie. La moitié d'entre elles sont inondées et l'autre moitié sont exposées. Et ceci peut compliquer la cartographie des herbiers marins, hein, dans ces cas, parce que les herbiers marins peuvent être confondus avec les marais salants. Alors, comparez cette image avec le niveau de marée plus élevé dans la figure de droite. Alors, dans cette image, le niveau de marée est plus élevé et ceci montre que certaines zones de la région sont inondées. Et ça peut être important pour cartographier la différenciation entre les zones de marée et les herbiers marins. Alors, nous avons examiné l'ensemble des archives Sentinelle-2 et Landsat 8 et 9 pour notre site en Afrique du Sud. Et nous avons comparé le niveau de marée avec des marégraphes pour chacune de ces images. Nous avons constaté que pour la plupart, très peu de ces images sont capturées en dessous du niveau moyen des eaux basses. Il est également important que nous sachions quand l'inondation se produit et quelles images sont fortement inondées. Les images de plus de 2 mètres d'inondation par la marée peuvent être importantes ici, mais il faudrait comprendre si c'est le cas pour votre site en particulier. Et voici un zoom sur un site en particulier en Géorgie. Ça a été pris par une caméra phénologique qui nous montre Spartina alterniflora. À marée basse, dans ce site, il n'y a pas d'eau visible. Mais à marée haute, l'eau masque presque complètement la végétation en dessous. Alors, presque toutes les classifications de ce site indiquent qu'il s'agit d'une zone avec que de l'eau. Il est donc vraiment important que vous compreniez que ça peut se produire dans votre cartographie et que vous risquez de sous-estimer complètement l'étendue de vos marais. Nous allons maintenant passer à la partie démonstration de cette présentation. Voici notre premier exemple de code dans Google Earth Engine. Il s'agit d'un code pour créer une carte à marée haute en utilisant Sentinelle-2. Nous avons ici une classification de l'estuaire de Nizhna. L'eau est classée en bleu, l'herbier marin est classé en rouge, les marais en vert et les vasières en jaune. Et les terres hautes sont en couleur violette. Alors voici notre classification générale qui sera cohérente dans tous les exemples. Et cette classification utilise une image à marée haute. Nous pouvons voir ici que la plupart des zones intérieures sont inondées. Il s'agit là d'un niveau de marée un peu plus élevé que celui utilisé dans notre exemple précédent. Quand ceci sera classifié, vous pourriez voir
que cette classification fait un assez bon travail pour séparer les zones humides, que nous pensons être des herbiers marins. Mais il y a peut-être un peu plus d'étendue que ce que nous souhaiterons, car les herbiers marins ressemblent beaucoup à d'autres zones inondées, et il est donc vraiment difficile de les différencier. Alors dans l'ensemble, la précision de cette carte était d'environ 90%. Nous avons mis des commentaires et des explications dans le code pour que vous ayez un exemple. Alors tout d'abord, ici nous sélectionnons toutes les bandes qui nous intéressent. Pour créer cet ensemble de données de training, vous pouvez consulter d'autres formations ARCET. Alors ensuite, nous sélectionnons notre image. Nous avons sélectionné les bandes qui nous intéressent, et ce sont toutes les bandes de sentinelles de 10 à 20 mètres. Alors d'abord, nous sélectionnons ces bandes, puis nous définissons certains paramètres de visualisation qui nous permettent de voir notre image en pseudo-couleur. Alors ici, nous ajoutons ça à la carte, puis on fait une fusion de toutes les données de training. Alors encore une fois, on a les classes d'eau, d'herbiers marins, de marais littoraux et de terre haute. Et ensuite, nous avons extrait les données spectrales de nos points, de tous les points qui sont à une résolution spatiale à 10 mètres, et on a fusionné notre ensemble de données. Alors une fois que les données sont fusionnées et qu'on a extrait toutes les données spectrales, vous pouvez imprimer les valeurs des données. Et une fois tout ça fait, on peut entraîner notre classification Random Forest. Alors ici, on utilise la classification Random Forest pour classer l'ensemble de données et on calcule la précision. Et la précision est de 90% ici. Notre dernière étape consiste à appliquer notre classificateur à l'image entière et à définir une palette pour la visualiser et l'ajouter à la carte. Une fois tout ça fait, vous pouvez ensuite exporter cette image. Et ce script devrait fonctionner à peu près n'importe où si vous modifiez des données d'entraînement, alors des données training, et modifier l'image en fonction de votre région. Nous allons maintenant passer rapidement en revue les résultats et l'impact de l'inclusion ou de l'exclusion de certaines données. Alors, si nous zoomons sur une même zone dans l'estuaire de Nizhna, on peut voir que nous obtenons un aspect légèrement différent et on peut aussi voir qu'il s'agit d'une image à marée basse. Alors là, on peut donc voir qu'une grande partie de la région avec des marées est exposée avec très peu d'inondations dans les herbiers marins. Et cette carte de l'étendue des marais que nous avons générée est différente de la classification précédente, notamment dans la couverture spatiale. Alors bien que cette étendue soit prometteuse, on peut aussi voir qu'il y a des erreurs de classification, surtout dans les zones élevées. Ces erreurs de classification sont particulièrement prononcées dans les zones de transition, donc là où il y a plusieurs types de couverture, par exemple la couverture agricole, urbaine et naturelle. Et pour corriger ces erreurs, on va donc incorporer les données d'élévation dans la classification. La prochaine classification utilise une approche avec multiples dates. C'est une approche où deux images ou plusieurs images sont fusionnées en une seule, puis classées comme un ensemble de données unifiées. Une image multidate est composée de l'image à marée haute et de l'image à marée basse. Et ça nous permet d'améliorer légèrement la précision de notre classification. Et vous pouvez donc voir ici que ces images sont les mêmes que celles que nous avons utilisées précédemment.
Elles proviennent de 2 étés différents, mais elles se situent toutes les deux à une période similaire de l'année, à savoir en janvier 2020 et en janvier 2021. Notre prochaine approche de classification utilise les données Landsat multidate et des indices de végétation. Dans ce cas, on utilise l'indice NDVI et l'ensemble des données d'élévation. Ici, on utilise le delta DTM, qui est un ensemble de données d'élévation dérivées de Tandemix, ICESat et JEDI. Vous pouvez voir que cela résout notre problème de classification erronée dans les zones élevées et dans les marais. Nous n'avons plus d'erreur parce que nous utilisons l'ensemble de données d'élévation pour découper notre classification. Vous voyez ici que la même approche a été utilisée avec une image à marée basse et une image à marée haute. Et vous pouvez voir cette variabilité dans les images Landsat presque aussi bien que dans les images Sentinel-2. Ça nous donne une assez bonne classification de l'étendue de nos marais avec quelques erreurs. Ces erreurs peuvent être ajustées et vous pouvez améliorer la classification par l'ajout de points d'entraînement plus tard. Dans notre approche finale, il s'agit de l'approche la plus précise, qui a une précision d'environ 95%. C'est la même approche que celle qu'on a utilisée pour l'image Landsat, mais en utilisant 2 images Sentinel-2. Ici, la précision est légèrement supérieure à celle de la classification Landsat 9 ou Landsat 8. La classification basée sur Sentinel-2 est légèrement plus précise et vous voyez les mêmes avantages que ceux qu'on a eus avec l'utilisation des données d'élévation. Ça nous permet d'avoir une classification plus précise des herbiers marins et aussi des marais. Vous pouvez voir que cette classification a fait un assez bon travail pour classifier notre site et c'est cette approche que nous allons utiliser plus tard dans nos calculs de carbone. Tous ces codes sont disponibles pour que vous puissiez les essayer dans votre site d'études. Vous avez maintenant une idée de ce que vous pouvez faire avec différents ensembles de données, avec les données Landsat, Sentinel-2 et en incluant les données d'élévation dans votre classification. Voici les résultats de nos différentes approches de classification. Nous pouvons voir que la classification sur l'image la moins performante était celle à marée haute. L'image à marée basse était légèrement améliorée par rapport à celle à marée haute, mais en utilisant l'image multidate qui combine les 2 images, cela nous a vraiment permis d'avoir une amélioration par rapport aux 2 images individuelles. Par contre, en incluant l'élévation et l'image multidate, c'est clairement l'approche la plus performante de classification. Alors maintenant, nous allons parler un peu des calculs du carbone. Voici une diapositive de la première partie de notre formation qui montre les niveaux des calculs des émissions de carbone selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Le niveau 1 utilise des données globales qui peuvent provenir des cartes mondiales dont nous avons parlé ou de valeurs fournies par le GIEC. Le niveau 2 consiste à utiliser des données spécifiques à chaque pays. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur ces 2 niveaux, mais nous montrerons également quelques exemples de méthodes avancées qui peuvent être utilisées dans un calcul de niveau 3. Pour les estimations du carbone, si vous souhaitez une bonne approche de la cartographie de l'incertitude, il y a un lien en haut de cette diapositive. Nous avons utilisé une incertitude de 20% pour ces estimations à des fins illustratives.
mais je vous conseille d'utiliser une évaluation de la précision basée sur un indicateur d'incertitude. Vous pouvez voir que nos résultats provenant de toutes les classifications précédentes sont tous assez similaires les uns aux autres et qui se situent tous sous l'incertitude de 20%. Nous avons également la couche mondiale des marais qui montre une étendue légèrement plus grande. Cela met en évidence qu'en fonction de votre objectif, il peut être utile de produire vos propres cartes plutôt que de vous fier à une couche mondiale. Et ensuite, vous avez ces estimations mondiales du carbone organique du sol en mégagrammes de carbone par hectare. Ici, nous pouvons également voir que la différence entre les estimations régionales et mondiales est que nous avons une estimation régionale légèrement plus basse du carbone organique du sol. Il y a aussi une estimation régionale légèrement plus basse du carbone des herbiers marins par rapport aux estimations mondiales, ce qui est souvent le cas. On voit aussi une estimation légèrement plus élevée du carbone des marais salants dans l'estimation régionale par rapport à l'estimation mondiale. Lorsque nous effectuons nos calculs, nous utilisons une équation simple pour obtenir les estimations du carbone organique du sol. Et les incertitudes sont propagées en utilisant le package Propagate de R. C'est une approche relativement simple, mais la principale différence que nous observons entre ces estimations est probablement due à une disparité entre l'estimation de l'étendue mondiale et les étendues régionales. Ici, les estimations régionales sont légèrement plus élevées que les estimations mondiales. Alors, examinons les méthodes avancées dont nous disposons maintenant, en particulier les prédictions spatiales de la biomasse aérienne et du sol. Ici, la couche de carbone organique du sol est visualisée à deux profondeurs, de 0 à 30 cm et de 30 à 100 cm, pour une section du delta du Mississippi en Louisiane. Nous disposons également d'une prédiction spatiale de la biomasse aérienne, issue d'un ensemble de données récemment publiées. Ces deux mesures ne sont pas complètement alignées, ce qui est normal puisque la biomasse aérienne change plus rapidement que le carbone dans le sol. Alors pour résumer ce que nous avons vu dans cette section, nous avons présenté les écosystèmes des marais salants, nous avons parlé de leur apparence et de leur emplacement, nous avons abordé les ressources mondiales disponibles, qu'il s'agisse de la couche de carbone organique du sol ou des cartes mondiales comme l'ensemble des données mondiales des marais salants de 10 mètres. Vous pouvez télécharger ces données et les consulter pour vos sites d'études. Nous avons également parlé de ce que nous devons faire et prendre en compte pour effectuer une classification de marais salants par télédétection. Enfin, nous avons donné un aperçu de l'utilisation de Google Earth Engine pour les classifications, pour comprendre quels sont les impacts du niveau de la marée, de l'utilisation des données d'élévation et comment cela affecte la précision de la classification. Finalement, nous avons examiné les différentes approches pour comptabiliser le carbone dans les marais salins. Nous allons maintenant passer à la prochaine section qui nous parle des herbiers marins. Cette section a été préparée par Kelly Lewis, scientifique du groupe d'eau et des écosystèmes du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena. Dans cette section, nous allons sous la surface de l'eau pour explorer la cartographie des herbiers marins à l'aide de la télédétection. Bien que les applications de télédétection pour les systèmes d'herbiers marins soient moins développées que celles des mangroves et des marais salants, les missions de télédétection actuelles et les missions futures offrent des opportunités prometteuses. Ces avancées amélioreront la cartographie des herbiers marins et nous aideront à mieux évaluer le potentiel de carbone bleu dans les régions d'herbiers marins. Pour commencer, je voulais partager cette très belle photo du photographe Pekka Turi qui capture magnifiquement les thèmes dont nous allons parler. Commençons par comprendre les herbiers marins. C'est un écosystème unique qui se distingue par son système racinaire complexe, moteur de la séquestration du carbone et du potentiel de carbone bleu. Nous allons explorer des ensembles de données mondiales contenant des informations in situ pour soutenir notre analyse des données de télédétection. Puis, notre attention se portera
sur les instruments optiques passifs en examinant comment la lumière interagit avec l'eau et les herbiers marins pour aider à estimer leur couverture depuis les plateformes de télédétection. Nous avons créé des démonstrations Google Earth Engine pour explorer différents ensembles de données et effectuer des analyses temporelles que je vais vous montrer. Je vais ensuite rapidement afficher quelques liens vers des démonstrations dans Google Earth Engine que nous avons créées pour présenter les différents types de données qui existent et faire des analyses temporelles. Et enfin, nous terminerons par quelques points clés à retenir. Alors, qu'est-ce que l'herbier marin? Les herbiers marins ont évolué il y a environ 100 millions d'années à partir d'ancêtres d'eau douce et sont les seules plantes marines à fleurs complètement submergées. Contrairement aux algues, ils partagent des caractéristiques avec des plantes terrestres, ayant des tiges, des feuilles et des racines, comme illustré dans le dessin ici. Ces plantes poussent dans des eaux salées ou saumâtres, généralement à des profondeurs de 1 à 3 mètres, bien que certaines espèces peuvent pousser jusqu'à 58 mètres de profondeur. Elles sont présentes sur tous les continents sauf l'Antarctique, s'étendant sur plus de 150 pays côtiers. Ce sont des ingénieurs d'écosystèmes et leur système de rhizomes crée des habitats et façonne des environnements en stabilisant les sédiments, améliorant la qualité de l'eau et séquestrant le carbone océanique à long terme. L'écosystème soutient diverses formes de vie, des organismes microscopiques vivant sur les feuilles, aux espèces les plus grandes comme les tortues qui se nourrissent de lames d'herbier, faisant de ces prairies et de ces herbiers marins des hotspots de biodiversité. Alors nous savons que bien qu'ils couvrent seulement de 0,1 à 0,2% du fond total des océans, ils sont responsables de 10 à 18% de la séquestration totale du carbone dans les océans. Ceci signifie qu'environ 1 hectare d'herbier marin peut séquestrer 830 kg de carbone. On estime que c'est 30 à 35 fois plus rapide que la séquestration du carbone dans une forêt tropicale humide. Et la majeure partie de ce carbone est séquestré et stocké dans les sédiments situés en dessous des plantes, ce qui contribue au stockage du carbone à long terme et aussi au carbone bleu. Mais il existe des différences dans ce taux de séquestration selon les espèces, les types de sédiments et les conditions environnementales. Et cet exemple ici montre les régions tropicales et tempérées et les différents types d'espèces d'herbiers marins. Il y a maintenant des catalogues mondiaux qui suivent la distribution des herbiers marins de manière exhaustive. Le Centre mondial de surveillance de la conservation des Nations unies maintient une base de données sur la distribution mondiale des herbiers marins. Cette base de données est actuellement dans sa 7e itération et nous montre comment ont évolué les herbiers marins depuis 2003. Cette base de données cartographie les emplacements des herbiers marins par point et aussi par polygone. De plus, l'étude de Stridom et al. En 2023 a analysé la littérature de 1975 à 2020 et a documenté les caractéristiques des herbiers par le pourcentage de couverture, la densité des pousses et aussi la distribution de la biomasse. Cet ensemble de données guide notre approche de la télédétection et de la cartographie du carbone bleu dans les environnements sous-marins. Alors dans ce training, je vais me concentrer sur la télédétection en utilisant les données optiques passives. Alors ce qui est fascinant avec cette technique, c'est que nous pouvons suivre le parcours de la lumière ou des photons du Soleil à travers l'atmosphère, dans l'eau et le retour vers nos capteurs. Vous pouvez voir ça ici, représenté dans ce graphique, montrant les interactions des photons détectés par la plateforme. Bien que nous voyions la surface de l'eau, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui se passe en dessous. Alors le signal peut être affecté par de nombreux facteurs. La couleur de l'eau, sa qualité et la profondeur de nos espèces d'intérêt. Tout cela influence ce que nous détectons avec les plateformes de télédétection.
Alors c'est pour ça que j'ai noté que le meilleur moment pour la télédétection est lorsque les herbiers marins sont le plus exposés. Généralement, ceci se passe pendant les conditions de marée basse. En plus de ça, les nuages peuvent interférer et aussi les changements de qualité de l'eau qui peuvent masquer le signal des herbiers marins. Tout ça sont des facteurs cruciaux qu'il faut prendre en compte en faisant une classification. Alors parlons des différences de résolution spatiale. Alors les drones, par exemple, fournissent des images à l'échelle centimétrique, ce qui nous permet de distinguer entre le sable et les herbiers marins. Avec des instruments à haute résolution, comme WorldView et Planet, nous obtenons une résolution à l'échelle métrique. Avec Sentinel-2 et Landsat 8, qui sont des données disponibles dans Google Earth Engine, les images deviennent un peu plus pixelisées. Ceci souligne pourquoi nous devons comprendre les impacts atmosphériques et les impacts de la colonne d'eau pour déterminer précisément si un pixel représente une couverture d'herbiers marins ou un autre écosystème. Alors ici, je voudrais discuter et parler de comment la télédétection aide à mesurer la séquestration du carbone, en faisant référence à une figure de Simpson. Alors la télédétection nous permet d'examiner la biomasse aérienne et l'arrangement spatial en utilisant le NDVI et d'autres indices spectraux. Nous pouvons évaluer les modèles de fragmentation et de connectivité des stocks de carbone. Ici, j'ai modifié la figure originale pour inclure la composition benthique peu profonde et la composition des espèces. Et là, on voit qu'une meilleure identification des espèces améliore notre compréhension de l'écologie du paysage et la classification de l'étendue des herbiers marins. Le passage régulier des satellites permet également l'analyse des séries temporelles, révélant les changements saisonniers et annuels dans la couverture des herbiers marins. L'étude de Zoffoli et al. A examiné l'étendue de l'espèce Zostera le long des côtes atlantiques européennes en utilisant les données Sentinel-2 pour cartographier les herbiers marins en utilisant le NDVI pendant les marées les plus basses. Ils ont combiné cela avec des données in situ, donc des données de terrain, et des mesures de terrain pour créer les cartes montrant le pourcentage de couverture d'herbiers marins et la biomasse foliaire, ce qui aide à calculer la biomasse aérienne. Ici, je veux vous montrer un exemple d'Elkhorn Slough en Californie, où on trouve aussi les espèces de Zostera. En regardant la colonne de gauche, nous pouvons observer les différences de forme spectrale entre les herbiers marins et les sédiments. Bien que le panneau C montre que ces différences sont souvent subtiles, une fois que les données sont combinées, les graphiques nous aident aussi à différencier les herbiers marins des sédiments. Ici, je montre une nouvelle étude de la baie de Saint-Joseph en Floride, où il y a plusieurs espèces: Thalassia, Halodule, Syringonium et Halophilia. En utilisant Landsat 5 à 8, nous pouvons cartographier la présence et l'étendue des herbiers marins. Puis nous pouvons combiner ces données avec des indices de surface foliaire, la biomasse et les stocks de carbone dans les sols pour pouvoir évaluer les stocks de carbone à travers le temps. Cela montre comment différentes approches peuvent être utilisées selon la disponibilité des données et la détectabilité des zones d'herbiers marins pour comprendre ce remarquable écosystème de carbone bleu. Alors laissez-moi vous montrer les ensembles de données disponibles dans Google Earth Engine, à commencer par le Allen Coral Atlas, l'atlas de corail Allen. Il combine des données de capteurs aéroportés et des données planètes pour cartographier les habitats coralliens avec diverses catégories. Cette ressource est précieuse si vous n'avez pas accès aux cartes d'herbiers marins dans votre région. Ces données sont intégrées à Google Earth Engine, fournissant une base pour les analyses supplémentaires. Vous trouverez également ici des liens pour effectuer des analyses de séries temporelles en utilisant Sentinel-2, en appliquant le NDVI ou l'indice de végétation aquatique en différences normalisées modifiées, comme présenté dans une précédente formation ARCET. Cette formation-là est
sur la surveillance de la végétation aquatique. Permettez-moi de partager les points essentiels concernant les écosystèmes de carbone bleu. Ces habitats spéciaux font face à de graves menaces du changement climatique et des activités humaines. Et il est estimé qu'environ 7% par an des herbiers marins se dégradent chaque année. Ceci souligne pourquoi nous avons besoin d'outils de télédétection pour surveiller les changements spatiaux et temporels dans ces herbiers. Alors bien que nous ayons des exemples qui marchent bien, il est important de combiner les données de télédétection avec des mesures de terrain pour comprendre comment les stocks de carbone répondent à ces changements. Nous passons maintenant à la prochaine section qui a été préparée par Cheryl Dowdy, chercheuse adjointe à l'Université du Maryland et aussi au Goddard Space Flight Center de la NASA. Dans cette section, nous verrons comment synthétiser les estimations du carbone bleu dans les écosystèmes où la co-occurrence se produit. Nous aborderons des sujets importants tels que l'échelle à laquelle nous faisons notre analyse, ainsi que la fusion des cartes et l'identification des zones de chevauchement dans les zones côtières. Nous aborderons la surveillance et la comptabilisation du carbone bleu dans les systèmes qui se chevauchent et établirons des similitudes avec les formations précédentes en parcourant un exemple où la mangrove et les marais salants se rencontrent. Enfin, nous finirons en expliquant pourquoi comparer et combiner les méthodes et résultats est important. Alors, comment synthétiser les estimations de carbone bleu dans les écosystèmes? Les intervenants précédents ont clairement montré que nous pouvons acquérir une compréhension complète des écosystèmes de carbone bleu grâce à la télédétection à différentes échelles. Notre compréhension des écosystèmes de carbone bleu peut être différente selon les écosystèmes, car nos connaissances reposent sur une combinaison des cartes réalisées de différentes manières et parfois pour répondre à différentes questions. Alors ici, je vous montre une liste des différentes données qui existent, mais de nouvelles cartes et de nouvelles données améliorées sont publiées régulièrement. Alors il est important de suivre ces mises à jour, car elles contribuent toutes à notre compréhension des écosystèmes de carbone bleu. Au cours des dernières décennies, nous avons acquis une compréhension globale améliorée des écosystèmes de carbone bleu. Ces écosystèmes se trouvent le long des côtes du monde entier, dominant certaines zones et coexistant dans d'autres. Le changement climatique et les activités humaines, comme la déforestation, provoquent leur transformation. Il est donc important d'utiliser la télédétection pour surveiller ces changements. Cependant, il est particulièrement difficile de suivre les zones où les écosystèmes de carbone bleu se chevauchent. Ces habitats changent rapidement et nécessitent des techniques de cartographie spécifiques. Alors, que se passe-t-il là où les écosystèmes se rencontrent? Comment pouvons-nous mesurer le carbone bleu dans les zones où les habitats changent rapidement en raison du changement climatique et des impacts humains? Les cartes mondiales dont nous avons parlé ont des avantages et des inconvénients. Combiner et comparer ces cartes est un bon point de départ pour tester les données dans votre région. Cela vous aidera à mener votre étude, répondre à vos questions et identifier les données spatiales ou la résolution qui serait nécessaire. En adaptant votre méthode de cartographie, vous pouvez aussi mieux étudier les écosystèmes de carbone bleu qui se chevauchent dans les zones qui vous intéressent. Alors l'objectif et l'échelle jouent un rôle vraiment important dans ce que nous pouvons mesurer avec la télédétection. Il est essentiel de se demander quelle est la taille de la zone que nous étudions, car la taille détermine souvent le type de données à utiliser en raison des compromis entre leur résolution spatiale, temporelle et spectrale. Par exemple, le monde entier n'a pas été cartographié à une résolution de 1 mètre. Cela nécessiterait une quantité énorme de données et de puissance informatique. Nous devons donc réfléchir à ces compromis pour choisir les meilleures données et effectuer nos analyses à la bonne échelle afin de répondre à nos questions. Alors, comment synthétiser les estimations de carbone bleu à travers les écosystèmes?
À présent, je vais vous montrer comment mesurer la co-occurrence des écosystèmes de carbone bleu en tenant compte de ces considérations. Je vais me concentrer sur la région où les mangroves rencontrent les marais salants, le long de la côte nord-est de la Floride, là où j'ai mené mes recherches. À présent, je vais vous montrer comment mesurer la co-occurrence des écosystèmes de carbone bleu en tenant compte de ces considérations. Je vais me concentrer sur la région où les mangroves rencontrent les marais salants, le long de la côte nord-est de la Floride, là où j'ai mené mes recherches. En Floride, il existe un écotone où les habitats de mangroves et de marais salants se chevauchent. Un écotone est une zone de transition entre deux communautés végétales. Les plantes situées aux limites de leur aire naturelle sont souvent très sensibles au changement. Cela crée un décalage entre ce qui se passe réellement sur le terrain et ce que nous pouvons cartographier à l'échelle mondiale avec les images de résolution modérée. Dans le nord-est de la Floride, cela se manifeste par de petits arbres entourés de marais, qui ne sont pas détectés dans les ensembles de données mondiales récentes sur les marais salants et les mangroves. Alors maintenant, je vais faire une courte démonstration d'outils qui nous permettent d'explorer les systèmes de carbone bleu qui se chevauchent dans une région d'intérêt. La première étape de mon analyse consiste à importer les données de base. Ensuite, je définis la région d'intérêt, puis j'importe les couches de carbone bleu. J'identifie leurs limites et j'extrais les étendues de ces écosystèmes. Et à la fin de ce programme, vous trouverez les exercices optionnels à tester. Passons maintenant au code. Dans notre script Google Earth Engine, nous commençons par importer les palettes de couleurs utiles depuis un package qui facilite la visualisation des couches de données. Ensuite, nous définissions la région d'intérêt. Pour cette démonstration, j'ai utilisé des fichiers shapefile pour la Floride, les bassins versants et l'élévation SRTM afin d'identifier les écosystèmes de carbone bleu à grande échelle. À l'aide des outils de dessin, j'ai affiné la région d'intérêt pour me concentrer sur la côte est de la Floride en convertissant la géométrie en Feature Collection. Ensuite, j'ai ajouté des couches de données sur le carbone bleu, notamment des classifications intertidales mondiales qui sont à 30 mètres, qui ont été publiées par Murray et al. En 2018. La distribution des mangroves de Guiri et al., publié en 2011, et les habitats d'herbiers marins de l'Allen Coral Atlas à 5 mètres. J'ai également inclus les données de l'ESA Sentinel Global Land Cover à 10 mètres pour comparer. Ces couches aident à examiner l'étendue de la distribution des écosystèmes de carbone bleu. En convertissant les données raster des mangroves et des zones marines en vecteurs, nous avons exploré leurs limites. Pour les mangroves, je me suis concentré sur la zone la plus au nord, tandis que pour les herbiers marins, j'ai identifié la zone la plus au sud, près de l'entrée. Les vasières couvrent toute la région d'intérêt. Il n'était donc pas nécessaire de définir des limites. Ceci nous montre tous les écarts qu'il y a entre les différentes données et aussi leur portée géographique. Enfin, nous avons calculé la superficie de chaque écosystème en hectares. Les résultats montrent environ 8 000 hectares de mangroves, 29 000 hectares de zones intertidales ou vasières et 780 hectares d'herbiers marins, principalement au sud. Les devoirs optionnels incluent l'adaptation du script à votre propre région, le calcul de la taille des zones
le long des segments côtiers en utilisant une grille de 10 km ou la conversion de zones en estimation de carbone à l'aide des approches de niveau 1 ou 2. Revenons maintenant à la présentation. Alors j'espère que cette démonstration vous a montré que nous pouvons changer notre région d'intérêt et explorer les couches de carbone bleu dans notre propre zone, identifier les limites de distribution de vos écosystèmes de carbone bleu et aussi vous permettre à commencer à extraire de l'information sur le carbone bleu à partir des couches de données mondiales. Alors l'exploration de nos régions d'intérêt nous aide à identifier les lacunes dans notre compréhension actuelle sur l'étendue de l'écosystème de carbone bleu. Nous pouvons ensuite adapter nos approches cartographiques. Je vous montre ici les résultats de la classification des mangroves, des marais salants, lorsque j'ai utilisé des images allant de 1,80 m à 30 mètres pour cartographier les habitats. Comme vous le voyez, il existe des différences claires dans toutes les étendues et dans les limites. Dans ces images, nous voyons encore plus clairement que les approches de cartographie similaires sur différentes images peuvent donner des résultats différents. Mais chacune contribue à améliorer et à mettre à jour notre compréhension de l'étendue. Dans ce graphique, nous comparons nos nouvelles estimations de superficie à celles des meilleures cartes mondiales et régionales. En ayant confiance dans nos estimations d'étendue, nous pouvons ensuite les convertir en stock de carbone. En utilisant les estimations mondiales de niveau 1, de 739 carbone par hectare dans les mangroves et 334 carbone par hectare dans les marais salants, nous obtenons une estimation de 1,67 téragrammes de carbone bleu total à partir d'images de haute résolution et de 1,41 téragrammes de carbone total avec Sentinel-2 à 10 mètres de résolution. Ici, le carbone bleu provient principalement des marais salants en raison de leur plus grande étendue. Et grâce à la cartographie améliorée, nous pouvons aussi réduire l'incertitude dans les estimations des zones mondiales de mangroves, de marais salants et d'herbiers marins, afin d'améliorer les estimations de carbone bleu. Alors pour passer des approches du niveau 1 au niveau 3, nous devons donc combiner toutes les données abordées dans ce training, notamment sur l'étendue, la hauteur, la biomasse, les stocks de carbone et les flux dans les écosystèmes de carbone bleu. C'est de cette manière que nous améliorons notre comptabilité du carbone bleu. Le niveau 1 utilise des estimations globales. Le niveau 2 intègre les données spécifiques à chaque pays. Et le niveau 3 repose sur des méthodes avancées avec des ensembles de données détaillées. Ces ensembles de données capturent la variabilité du carbone bleu et offrent les estimations les plus précises. Nous pouvons réduire les incertitudes des estimations des superficies en collectant davantage de mesures sur le terrain, comme dans les zones ou dans les écosystèmes qui changent, sur leur stock de carbone et aussi sur leur surface et le carbone qui est dans le sol. En résumé, les avancées technologiques sur l'observation de la Terre, comme l'amélioration des résolutions spatiales, temporelles et spectrales, ainsi que les outils analytiques, comme ceux présentés aujourd'hui, transforment notre façon d'utiliser et de classer les données de télédétection. Ensemble, ces innovations nous aident à mesurer les principaux composants du carbone bleu, notamment l'étendue, la biomasse, la hauteur, les stocks de carbone et même les flux ou cycles de carbone. Pouvoir surmonter les obstacles techniques et scientifiques pour mesurer le carbone bleu, tout en prenant en compte les considérations sociales, gouvernementales et financières, sera essentiel pour compter sur les écosystèmes de carbone bleu comme solution naturelle au changement climatique. Ceci contribuera à améliorer nos vies et à préserver la santé de notre environnement côtier et de notre planète. Merci à tous pour votre attention et votre intérêt.
Si vous continuez avec les recherches sur les écotones côtiers à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. Bonne chance à tous pour vos projets de cartographie du carbone bleu. Le carbone bleu est le carbone qui est capturé et stocké par les écosystèmes côtiers. Il est présent à la fois dans les composantes biotiques et aussi dans les composantes abiotiques. Les mangroves, les herbiers marins et les marais salants partagent beaucoup de caractéristiques similaires, y compris la présence de stocks élevés de carbone et le fait que ce stockage soit à long terme. Le carbone bleu a une valeur d'atténuation du changement climatique, mais les mangroves, les herbiers marins et les marais salants ont de nombreuses autres fonctions éco-bénéfices. Il y a un ensemble de données à couverture mondiale qui sont disponibles et en libre accès. Ces données montrent l'étendue des mangroves et leur hauteur de la canopée et la biomasse. Nous avons aussi présenté les critères de base pour évaluer l'usage adéquat des données existantes et comment utiliser Google Earth Engine pour générer vos propres données sur l'étendue des mangroves. Nous avons exploré comment estimer la hauteur de la canopée de la mangrove, la biomasse et les stocks de carbone dans votre zone d'intérêt et savoir quelles données sont nécessaires pour une estimation plus précise du stock de carbone de l'écosystème de la mangrove. Nous avons vu des exemples d'utilisation de données spatiales qui nous aident à paramétrer les différentes composantes du carbone bleu, notamment l'étendue, la biomasse, la hauteur, les stocks de carbone, mais aussi le cycle ou les flux de carbone. Enfin, nous avons montré comment cartographier l'étendue des écosystèmes de marais salants et d'herbiers marins à l'aide d'observations de la Terre. Nous avons regardé les différentes approches et considérations pour calculer les stocks de carbone des écosystèmes de marais salants et d'herbiers marins. Et nous avons exploré les méthodes de synthèse pour estimer le carbone bleu dans les écosystèmes co-occurrents. Alors, pour les devoirs et les certificats, un petit rappel. Cette série de formations aura des devoirs à faire à la maison. Vous pouvez y accéder à partir de la page web de la formation à partir du 5 décembre et les réponses doivent être soumises via Google Forms avant le 19 décembre. Les certificats d'achèvement seront délivrés aux participants qui assistent aux 2 formations en direct et qui soumettent les devoirs avant cette date. Les certificats seront envoyés par email environ 2 mois après la formation. Nous tenons à remercier à nouveau l'excellent travail effectué qui a contribué au développement de cette formation. Cette diapositive présente mes coordonnées et celles des intervenants d'aujourd'hui, ainsi que des liens vers le site web de l'ARCET, sa chaîne YouTube, Twitter ou X, et nos programmes frères Développe et Servir. Merci. Et maintenant, nous passons à notre séance de questions et réponses. On commence avec la première question. Ma question est de savoir est-ce que les données utilisées dans cette plateforme sont disponibles pour tous les pays africains, précisément pour le Cameroun? Sinon, comment on peut aller, comment cette formation nous sera utile pour le Cameroun? Sentinel-2 et Landsat, les données de Sentinel-2 et Landsat sont disponibles pour le Cameroun. Et cette approche pourrait être utilisée pour cartographier les zones humides du Cameroun. Cependant, les zones humides côtières du Cameroun sont principalement des mangroves. Alors, la première partie de la formation sera donc utile pour cartographier ces zones. Bon, alors la deuxième question, pour les novices de Google Earth Engine, comment obtenir des shapefiles pour créer une carte? Il y a plusieurs ressources qui sont disponibles pour vous aider à démarrer avec Google Earth Engine. Tel que il y a un tutoriel qui est disponible sur le site web de Google Earth Engine. Il y a aussi 4 liens spécifiques qui ont été rajoutés dans les diapositives de la première partie, comme Getting Started with Google Earth Engine, il y a une introduction au JavaScript pour Google Earth Engine, il y a une
cookbook ou un livre de recettes de Google Earth Engine. Et il y a aussi un lien called Managing Assets in Google Earth Engine. Et cela sera utile. Vous pouvez voir la partie qui traite les vecteurs et les feature collections. Alors, la troisième question, comment avoir une main mise sur les différents codes que vous utilisez en Google Earth Engine? Est-ce que les codes sont disponibles? Oui, tous les scripts qui ont été montrés ou démontrés pendant cette présentation sont disponibles dans les diapositives. Donc, vous pouvez trouver les diapositives sur le site web de R7 et cliquer, trouver cela avec le lien et cliquer là-dessus. Bon, et la quatrième question. Est-ce que PlanetScope fournit des images satellites gratuitement? Oui, les images satellites de planètes sont disponibles gratuitement à travers plusieurs programmes. Il y a un programme de l'Agence spatiale européenne, mais il faut soumettre une demande. Planet offre aussi accès aux étudiants et universitaires à travers le programme Education and Research Program. Et il y a aussi un programme du Norway, du NICFI, qui donne accès gratuitement à certaines images composites de planètes. Et la cinquième question, comment combiner les images SAR et optiques pour cartographier les mangroves? En fait, pendant la première partie de cette module de R7, Dr. Lola Fatayimbo a présenté une approche pour utiliser des données de SAR pour cartographier des mangroves. Et il y avait aussi une partie dans la première partie en utilisant l'image optique. Bon, on passe aux sixième question. Comment calculer la capacité de stockage du carbone d'un écosystème côtier? Comment la cartographie peut-elle aider pour le suivi de l'évolution ou de la dégradation des araignées marins? Il existe de nombreuses approches pour calculer la capacité de stockage du carbone dans l'écosystème côtier. Dans cette formation, utilisez les valeurs de la littérature et les cartes d'étendue pour estimer le stockage du carbone, mais cela pourrait être utile, ça pourrait être fait avec des prévisions spatiales de la biomasse aérienne, de la biomasse souterraine et du carbone organique du sol. Je voudrais savoir, pour la septième question, je voudrais savoir comment se fait les calculs de la hauteur de la canopée et de la biomasse. Ça, c'est une autre chose qui a été montrée pendant la première partie de cette module R7 par le Dr. Lola Fatayimbo. Elle a utilisé les données de SAR de la mission de TandemX pour cartographier la hauteur de canopie de mangrove et comment on peut appliquer une équation allométrique générique pour estimer la biomasse aérienne dans la mangrove. Est-ce que ce logiciel de cartographie QGIS peut réaliser le même travail car c'est un logiciel qui m'est familier. Oui, QGIS est tout à fait capable vous êtes tout à fait capable d'effectuer le même type d'analyse présenté ici avec QGIS. Quel est l'outil généralement utilisé pour profusionner des données sur le carbone bleu? Quel est l'outil généralement utilisé? Vous pouvez utiliser n'importe quel outil de SIG qui va vous permettre de générer des couches spatiales sous forme de vecteurs, CSV, shapefile ou GeoTIFF. Les exemples présentés ici ont été réalisés à l'aide de Google Earth Engine, R et QGIS.
Est-ce qu'on peut écrire des algorithmes pour prédire l'évolution des mangroves dans les années à l'avenir? Oui, c'est tout à fait faisable. Et en fait, il y a un exemple d'une papier qui a été publié récemment sur qui s'appelle la Representative Concentration Pathways Scenario, qui effectivement qui montre les différents chemins d'évolution. Vous pouvez trouver les liens vers ce papier, vers cet article dans le dossier, ce fichier de Q&R qui sera partagé avec vous après. Je vais vite voir, je peux voir le... Bon, l'écrivain principal est Gouveia et l'année est 2022. OK. Pour un travail assez précis, il faudra utiliser des images haute résolution. La meilleure résolution d'image gratuite que je connais est 10 mètres de sentinelle. Mais si l'on juge qu'il faudrait une meilleure résolution, que conseillerez-vous? Y a-t-il d'autres images de meilleure résolution qui sont gratuites? Et aussi, comment se fait le paiement des images satellites, particulièrement pour un étudiant? Effectivement, cette question, c'est la 11e question. C'est très lié aux questions qui ont été déjà posées par, bon, cette réponse est la même que la réponse du 4e question. En effet. Il y a plusieurs fournisseurs des images à très haute résolution qui sont disponibles commercialement, mais un exemple d'une qui donne leur accès à leurs images à très haute résolution gratuitement est PlanetScope. Et il y a plusieurs programmes que vous pouvez utiliser pour accéder à ces images gratuitement, comme des programmes de l'Agence spatiale européenne ou le programme de NICFI. Et vous pouvez trouver les liens pour accéder à ces programmes, pour soumettre votre demande dans le fichier de Q&R qui sera partagé avec vous après. Les données de Worldview sont-elles disponibles en open source? Si oui, les données sont-ils disponibles pour les pays d'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest? Généralement, les données de Worldview c'est commercial, donc il faut payer. Bon, la 13e question, s'il vous plaît, j'aimerais savoir comment différencier les marais salants, les marais et les herbiers marins. Ensuite, Google Earth Engine génère-t-il automatiquement le champ de valeur lors des traitements des images satellites? Il faut avoir des données de training. Et vous pouvez générer cette donnée de training soit en visitant le terrain dans la collecte de données, ou vous pouvez utiliser les méthodes qui ont été montrées pendant cette présentation avec des images à très haute résolution, mais il faut avoir soit les données sur le terrain, les données qui représentent, qui donnent des échantillons de chaque type de végétation que vous voudrez cartographier, ou expert knowledge, c'est-à-dire la connaissance des experts qui vont savoir où on peut trouver ces différents types de classes. Ce n'est pas quelque chose que Google Earth Engine peut faire pour vous automatiquement. Les algorithmes qui sont disponibles en Google Earth Engine, il faut les former, il faut les entraîner avec les bonnes données afin d'avoir des résultats de qualité. Il y a une question, la 14e question.
je ne comprends pas la différence entre le taux de séquestration et le stockage de carbone. Je pense que ça a été expliqué très très bien dans la première partie de cette module, dans l'introduction qui a été faite par Conservation International, par Siti Mariam. Mais ce qu'elle explique dans sa introduction, c'est que il y a différentes sources de carbone. Il y a le carbone qui est séquestré par la végétation aérienne qui à travers des processus de photosynthèse. Et il y a aussi de stock de carbone qui est plutôt un type de stockage long terme qui est dans le sol. Et ça, c'est un processus un peu différent. Et c'est ça, le stockage de carbone à long terme qui vraiment met en valeur ce type d'écosystème de carbone bleu. Parce que le stockage de carbone dans le sol, c'est une type de capture, une façon de capturer le carbone dans le sol au fil des milles des années. Donc, ce sont des processus un peu différents et je pense que c'est très bien expliqué pendant l'introduction par Siti. Donc, je vous recommande de revoir cette partie du module. Quelqu'un a demandé, pour aller au-delà des périodes couvertes par les données actuelles, qu'est-ce que nous devrions faire? Par exemple, je dois considérer une période à partir de 2023 ou 2024. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut évaluer une période différente? Ça, c'est super facile. Il faut juste revisiter les scripts qui ont été partagés dans les diapositives. Là, dans le script, vous allez voir, il y a c'est parmi les codes, les lignes de code que vous pouvez définir vous-même la période de référence. Donc, c'est juste une question d'entrer une différente période. Une petite chose à considérer, c'est de juste confirmer que la période qui vous intéresse est vraiment couverte par la disponibilité de données de satellites que vous allez intéresser. Donc, par exemple, l'archive de Landsat, on a plus de 40 ans des imageries satellites de Landsat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de données de Landsat il y a 70 ans, années. Et bon, peut-être ce sera plus un enjeu à considérer avec Sentinel-2. On ne peut pas, nous n'avons pas 3 décennies de données de Sentinel-2. Donc, juste faites attention à ça et ce sera très facile à changer la période de référence de votre analyse. OK. Je pense qu'on a traité toutes les questions. Merci à tous d'être venus. Oui, merci.